Bonjour à tous, bienvenue sur sur le live Instagram donc de BFM TV. Je suis Raphaël Grabli, je m'occupe du service tech chez BFM TV. Donc on va parler ce soir de la guerre en Ukraine et notamment d'une guerre en particulier, la cyberguerre en Ukraine, avec un invité, un spécialiste de la cybersécurité. Il est chercheur en cybersécurité, il s'appelle Baptiste Robert. On va attendre quand même quelques secondes qu'il y a un peu plus de monde qui arrive, mais en gros, l'idée, c'est d'essayer de répondre à toutes vos questions sur ce que peut être la cyberguerre aujourd'hui, et notamment dans le cadre du conflit en Ukraine. Alors, je vais essayer d'inviter Baptiste Robert tout de suite. Voilà, il devrait arriver dans quelques secondes. En principe, ça devrait fonctionner. Donc, pour ceux qui sont en train d'arriver, je rappelle le thème de ce live Instagram. Bonjour Baptiste. Bonjour, Est-ce que tu m'entends correctement? très bien, parfait. Et vous? Eh ben, magnifique. Alors oui, on se tutoie, on se voit. Bon, c'est vrai qu'on échange quand même régulièrement. Bon, peut-être se tutoyer d'ailleurs, parce que c'est vrai Tout qu'on à fait. échange assez régulièrement sur ces sujets. Alors, j'ai un peu bougé la caméra. Du coup, voilà, dans ce Alors, sens. je m'excuse pour le bruit ambiant, je suis dans un aéroport, donc je vais essayer de faire le maximum, mais en théorie, ça devrait aller. Alors, moi de mon côté, franchement, je t'entends très très bien. On peut commencer déjà. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Baptiste? Tout à fait. Alors, je m'appelle Baptiste Robert, je suis chercheur en cybersécurité. Je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux pour avoir trouvé des failles de sécurité dans des applications mobiles, dans des sites internet. Et comme je suis un peu tête brûlée sur les bords. J'ai beaucoup travaillé sur des applications gouvernementales, je vais y arriver, que ce soit le gouvernement indien. J'ai beaucoup travaillé sur des sujets indiens et un petit peu la France et également les États-Unis. D'accord. Et alors, c'est vrai que ça fait maintenant un mois qu'il y a une guerre qu'il y a une invasion russe en Ukraine, qu'il y a un conflit en Ukraine. Alors, je me souviens qu'on se disait quand même régulièrement au niveau de cette cyberguerre que ça peut être vraiment un peu le big one, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des énormes compétences en Russie. Il y a aussi des grosses compétences en Ukraine. Alors, on va prendre bientôt les premières questions. N'hésitez pas à poser vos questions, sachant que, je précise, on va aborder deux parties, enfin on peut évoquer deux parties. Évidemment, la cyberguerre, la cybersécurité, le piratage, la façon de trouver de l'information, de mettre à mal les infrastructures de l'adversaire, de l'ennemi. Mais il y a aussi un volet guerre de l'information qu'on pourra aborder. Je trouve qu'il est aussi extrêmement intéressant parce que je trouve que c'est presque ce qu'on voit le plus en ce moment. Mais donc, je te pose une première question, Baptiste, que je te pose moi-même. Euh, Est-ce que finalement, il s'est passé vraiment ce qu'on attendait, c'est-à-dire des grosses cyberattaques? On attendait quand même pas mal de grosses cyberattaques au début de l'invasion russe. On s'est dit les Russes, qui sont un peu les spécialistes, vont, en plus de l'invasion physique, attaquer les Ukrainiens. Et est-ce que vraiment c'est ce qui s'est passé? Alors, pas tout à fait. C'est pour refaire un petit peu l'historique, en fait, il se trouve que le monde de la cybersécurité attendait au prochain conflit qui allait arriver un petit peu une espèce de cyberguerre, comme on parle souvent, et c'était quelque chose qui était très, euh, ça paraît un peu bête de dire ça, mais très attendu et par un peu tous les spécialistes. Et il se trouve que en réalité, au début de cette guerre, qui a commencé par une guerre d'occupation où chacun regardait, où les Russes se sont placés progressivement à la frontière, où ils ont un petit peu bougé les positions pendant plusieurs semaines, il n'y a pas eu d'action réelle cyber plus que ça. Et pendant le conflit, en fait, on voit toujours que il y a effectivement des actions cyber d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu des actions, que ce soit sur des chaînes de télévision russes, des grosses sociétés russes ou des sociétés étrangères qui ont refusé, entre guillemets, de quitter la Russie. On voit des actions en Ukraine également, mais c'est pas d'une importance, c'est pas d'une ampleur telle qu'on l'attendait tous, et ça s'explique par plein de choses. C'est-à-dire que quand vous êtes en plein milieu d'un conflit, euh, vous, vous avez, c'est un peu bête à dire, mais vous avez un peu d'autres choses à faire. C'est-à-dire que pour l'État russe, quand vous êtes en train de bombarder, de dévaster, de détruire complètement des villes entières, en fait, faire une cyberattaque qui va couper, par exemple, je dis n'importe quoi, qui va couper l'électricité d'une ville ou d'un pays,
bah, vous en avez un peu plus rien à faire parce que de toute façon, vous êtes déjà en train de détruire le pays. Donc les cyberattaques, c'est très intéressant, mais c'est très intéressant avant le conflit, avant un conflit armé. Et donc c'est une des composantes qui peuvent être très intéressantes avant, après, mais aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est plus dans une guerre de l'information, on est dans une guerre tout court sur le terrain, militairement, sur plein d'aspects, mais le cyber n'est qu'une composante et une petite composante d'un ensemble qui est malheureusement beaucoup plus grand. Alors, il y a quand même une question qui revient souvent, c'est un peu pas de l'ordre du fantasme, mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire en fait avec une cyberattaque? Est-ce qu'on peut tout faire avec une cyberattaque? Et je reviens sur ce que tu disais qu'il y avait déjà eu des précédents. Et c'est vrai que la Russie, avant ce conflit massif qu'on connaît aujourd'hui, avait déjà visé l'Ukraine en 2015, il me semble. Il y a eu des cyberattaques qui ont visé justement des centrales électriques. Une cyberguerre peut mener à des coupures de courant. Est-ce qu'on peut aller plus loin? En fait, c'est quoi la limite? Alors, pour, pour des attaquants, il y a quelque chose qu'on appelle la surface d'attaque et le threat model en sécurité, c'est-à-dire qui sont vos ennemis. Et là, dans ce cas Pas de de modèle, figure, pour modèle de menace. le modèle de menace, excusez-moi, effectivement. Et pour le modèle de menace, c'est un peu de déterminer qui sont vos ennemis. Et dans le cadre de ce type de conflit, bah, vos ennemis, ça va être des États, ça va être ce qu'on appelle des entités étatiques liées à des gouvernements ou supportées par des gouvernements. Et potentiellement, en fait, on va avoir des gens, des groupes de personnes avec des compétences assez poussées, de la motivation et beaucoup d'argent. Donc, ils vont avoir une capacité de frappe qui est très importante. Et quand on a une capacité de frappe très importante, on peut faire des choses relativement extraordinaires, entre guillemets, pour le commun des mortels, qui vont être de pénétrer sur des, comment dire ça, compromettre des téléphones de personnes en particulier, même des politiciens extrêmement haut placés, voire par exemple, placer, c'est ce qui a été fait notamment en ce moment en Ukraine, placer euh, des, euh, des IMSI catchers un peu partout pour Voilà. aller récupérer de l'information. Ouais, je traduis Et voilà. quand tu dis IMSI Catcher pour faire simple. Ouais. En gros, c'est quoi? C'est des petites boîtes pour faire très 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 simple, hein, qu'on va Alors, placer, aller pour, intercepter toutes les communications des mobiles qui sont physiquement aux alentours. en C'est fait, vraiment pour la faire très très simple, tête pour espionner quelqu'un, quoi, devant. et exactement, en fait, pour reprendre la même image, pour faire très simple, c'est comme si votre téléphone, quand vous téléphonez à quelqu'un, il va utiliser les antennes téléphoniques. Là, c'est comme si vous posiez votre antenne téléphonique, sauf que vous êtes en capacité de voir tout ce qui passe sur votre antenne téléphonique. C'est un peu la même idée. Donc, ça permet de savoir bah, qui est autour, qui parle à qui envoie quel texto, ce type d'informations qui peuvent être extrêmement précieuses. Et donc, effectivement, les cyberattaques, ça peut faire beaucoup de choses. On en a vu sur des infrastructures critiques. On n'en a pas vu énormément, mais c'est des choses qui sont réalisables. Il y a tout un domaine de la cybersécurité qui est lié à ces infrastructures critiques. Et alors, justement, on parle des cyberattaques qu'on voit. Il y a les cyberattaques qu'on ne voit pas. Et justement, il y a Léo qui pose une question, je trouve assez intéressante. Est-ce que finalement, comme le crime parfait, la cyberattaque parfaite, c'est pas celle qu'on ne voit pas, celle qui passe sous les radars, entre guillemets? Ah bah si, évidemment, évidemment. C'est-à-dire que les meilleures attaques, un attaquant, surtout d'entité étatique, il va vouloir récupérer l'information, il va vouloir récupérer l'information pendant longtemps. Et donc, il n'a aucun intérêt à faire le malin, à gonfler les muscles, à dire ah, regardez, j'ai pénétré votre réseau, je suis dedans. Non, au contraire. Lui, ce qu'il veut faire, c'est rentrer dans le réseau très discrètement, se poser dans un coin et regarder tout ce qui passe. Regarder ce qui se passe, regarder les informations qui circulent, être en capacité de récupérer l'information sur un temps très très long. Et donc, il n'a aucun intérêt à un peu cramer son accès. Lui, ce qu'il va préférer faire, c'est rester, observer, prendre de l'information et ensuite exfiltrer cette information sur un temps très long. Le temps très long pouvant être des années parfois. Donc, si on applique au conflit entre la Russie et l'Ukraine, et d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a pas mal de spécialistes en cybersécurité qui parlent de cette hypothèse, c'est-à-dire que depuis des années, on peut imaginer que les Russes aient dispatché des petits spyware, des petits logiciels espions chez les Ukrainiens, et que en fait, ça ait servi finalement à préparer un peu cette attaque. C'est-à-dire que finalement, ce volet de cyberguerre soit déjà terminé parce que l'invasion a débuté, mais que finalement, ce soit du renseignement, tout simplement.
Alors ça, pour prendre un cadre même un peu plus large, c'est un jeu, entre guillemets, auquel tout le monde joue. Ça fait partie de la bonne marche des États et d'aller voir ce que font les voisins, d'aller chercher de l'information, que ce soit dans des organismes publics ou des entreprises privées importantes, que ce soit des alliés ou pas des alliés, d'aller un petit peu s'infiltrer, prendre de l'information, faire du renseignement. Ça, de tout temps, quels que soient les gouvernements et quels que soient les États, c'est tout le monde a ce type de pratique. Après, il est très très compliqué, on l'a vu d'ailleurs avec cette invasion en Ukraine, c'est de transposer ça à une opération réellement militaire sur le terrain avec des gens qui vont venir et qui vont envahir tout un pays. Donc, de dire que ça a pu aider dans une certaine mesure, ça a pu préparer le terrain, oui, pourquoi pas, mais ce n'est encore une fois qu'un élément parmi d'autres choses. Et c'est déclencher une guerre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a tellement de volets que effectivement le renseignement pris par le cyber est sûrement une des parts qui a joué, mais qui n'est probablement pas la plus importante. Alors, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, ceux qui nous regardent, donc on parle vraiment du volet cyberguerre dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, avec Baptiste Robert, qui est chercheur et spécialiste en cybersécurité. On est là aussi pour répondre à vos questions. On parle évidemment des sujets chauds, notamment des cyberattaques, de la guerre de l'information, mais vraiment, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on est aussi là pour ça. Je voudrais embrayer sur un autre sujet qui est quand même assez régulièrement évoqué, c'est la question des Anonymous. Parce qu'évidemment, là, on parle de la cyberguerre de la Russie vers l'Ukraine. Et puis, il y a ceux qui défendent l'Ukraine, évidemment, notamment les Anonymous. Alors, c'est vrai qu'ils communiquent pas mal. Ils disent qu'ils ont piraté des chaînes d'infos, ils disent qu'ils ont piraté des sites de médias, qu'ils ont piraté le FSB, les services secrets russes. Est-ce qu'on peut les croire? Parce que ça paraît quand même un peu. Il y a un volet communication qui a l'air aussi important, qui est important en fait d'ailleurs dans la cyberguerre, j'ai l'impression. Alors, tout à fait. Il y a la guerre de l'information est une composante primordiale dans cette. Excusez-moi, il va y avoir une annonce, je suis désolé. La guerre de l'information est vraiment primordiale. Les Anonymous, ce qu'il faut dire, c'est que c'est entre guillemets un mouvement. C'est quelque chose qui s'est créé il y a maintenant assez longtemps en réalité. C'est quelque chose qui est absolument pas nouveau. Il y a un historique, et il y a un historique qui n'est pas forcément très glorieux parfois. Ils ont pris un peu, ils sont relativement opportunistes dans les causes qu'ils vont défendre. Et donc, de fait, j'aurais tendance à dire que dans ce contexte, qui est un contexte très compliqué avec beaucoup de composantes, il faut faire très très attention à tout ce qui est dit, tout ce qui est proclamé. Et typiquement, sur le hack par les Anonymous des chaînes de télévision, on est plusieurs personnes à avoir essayé de vérifier ce hack en question. Et pour l'instant, je n'ai pas vu de personne dans mon entourage qui a été capable de le confirmer, qui a été capable de dire que oui, ils l'ont bien fait. Euh, donc, moi, je prends tout ça avec vraiment extrêmement de méfiance, avec beaucoup de recul. Et quelque chose qui est très important à préciser, surtout pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui, c'est que si vous voulez, il y a un sentiment qui est normal dans ce type de situation. On voit tous des images qui sont horribles, qui sont vraiment qui nous prennent, qui déclenchent des émotions fortes chez nous et on a envie de se rendre utile. Et pour certaines personnes qui ont des compétences plus ou moins élevées, on a envie de se dire, OK, bah, les Anonymous, ça va être un truc, je vais rentrer dedans, je vais essayer d'être utile, je vais essayer de faire quelque chose. Faites extrêmement attention. Faites extrêmement attention quand vous voulez rejoindre ce type de choses, quand vous voulez faire une opération, quelle qu'elle soit, aller faire un déni de service sur un site internet ou des choses comme ça. Il y a des choses qui ne sont pas légales. Et en plus, il y a des manières de faire. Il y a des manières de faire pour vraiment être très précautionneux sur ce qu'on appelle l'OPSEC, donc l'opération sécurité, sur ne pas laisser de traces. Et c'est pas à la portée du premier. Et c'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Et c'est un vrai métier et c'est très très compliqué. Donc se sentir utile, oui, très bien. Il y a plein de façons de se sentir utile, mais faites très attention quand vous voulez quand vous voulez rejoindre ce type de choses. Oui, parce que effectivement, il y a le volet militant qui peut prendre le pas, et derrière, mais en fait, c'est un peu comme j'ai envie de dire, dans la vraie guerre. C'est-à-dire que quand on va sur le terrain, faut qu'on soit préparé. Par contre, ces opérations par déni de service, alors, tu peux expliquer ce que c'est parce qu'on entend beaucoup parler.
alors des deux côtés, c'est-à-dire on nous explique qu'il y a des systèmes qui sont tombés par ces fameuses cyberattaques, par déni de service. Explique-nous ce que ça veut dire très concrètement. Alors, c'est assez simple à comprendre. C'est-à-dire que quand vous êtes sur vous êtes sur votre ordinateur, vous allez demander un site internet, typiquement bfmtv.fr. Vous allez sur le site internet et donc votre ordinateur va faire une requête à un serveur qui héberge le site BFM TV. Donc, le serveur sur lequel est hébergé le site BFM TV, il a une capacité de traitement des requêtes. C'est-à-dire, je suis capable, je prends un chiffre au hasard exprès, je suis capable de traiter 10 000 personnes chaque seconde qui me demandent le site de BFM TV. Si du jour au lendemain, j'ai 100 000 personnes, 1 million de personnes, 1 million de requêtes qui viennent chaque seconde sur le site internet, le serveur va plus être en capacité de demander, le serveur va plus être capable de donner la requête, de répondre aux requêtes. Et donc, de fait, c'est ce qu'on appelle une requête par déni de service, c'est-à-dire qu'il a tellement de requêtes qu'il est inondé de requêtes et le serveur, au bout d'un moment, dit non, je ne sais plus faire, c'est pas possible et je ne sais plus répondre aux requêtes. C'est vraiment une inondation de requêtes. Et il y a un autre volet, la cyberguerre, c'est alors la guerre de l'information. Ça passe évidemment par les médias publics, etc. Ça passe évidemment par les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a quand même entendu la Russie dire on bloque Instagram, on bloque Facebook, on bloque Twitter. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, quand on parle aux gens qui sont sur place, ils me disent non, mais en fait, moi, je peux y accéder. Alors, en utilisant des petits logiciels, je pense que tu peux expliquer d'ailleurs un peu ce que c'est qu'un VPN. Mhm. Alors, c'est marrant sur les App Store en Russie en ce moment, dans l'application, c'est que des VPN. Donc, déjà, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est qu'un VPN et comment c'est utilisé? Et ensuite, est-ce que vraiment la Russie peut bloquer comme ça? Est-ce que c'est facile de bloquer comme ça pour tout le monde, pour tout un pays? Il y a 150 millions d'habitants, quasiment, un accès à un réseau social. Alors, pour répondre à la première question, un VPN, ça va être grosso modo un tunnel sécurisé. C'est-à-dire que vous êtes sur votre téléphone, sur votre ordinateur, et vous vous connectez, pour vous connecter à Internet, donc à cet ensemble de machines interconnectées, vous allez avoir une adresse IP. Utiliser un VPN, ça va vous permettre d'atteindre une autre machine qui va être un peu votre façade pour Internet, et donc qui va avoir une adresse IP différente. Et cette machine que vous allez en réalité utiliser pour aller sur Internet, elle peut être placée dans votre pays, donc pour moi en France, mais elle peut être aussi placée dans un pays extérieur, en Suède, en Finlande ou autre part. Donc quand on est dans un pays qui a mis en place certaines restrictions sur des services au niveau de la localisation, typiquement la Russie. Donc, si je suis russe et que je veux accéder à Twitter, je vais avoir besoin d'utiliser un VPN qui va me donner, par exemple, une adresse IP en France. Et quand, depuis mon téléphone, avec le VPN activé, je vais demander Twitter, pour Twitter, je demanderai Twitter avec une adresse IP française. Et donc, la restriction ne va pas s'appliquer et je vais pouvoir y accéder. Après, pour répondre à la deuxième question, c'est plus ou moins compliqué. C'est plus ou moins compliqué dans le sens où ça dépend des services. Ça dépend de. Il y a une première question, c'est est-ce qu'on peut couper Internet? On peut couper Internet régulièrement. On n'en parle pas forcément, mais dans des pays d'Afrique, par exemple, dans des pays en Asie du Sud-Est, lorsqu'il y a des manifestations, des grandes manifestations, Internet est régulièrement coupé. Il y a la capacité pour un pays de couper l'accès à Internet limite avec un interrupteur. C'est faisable, c'est fait très régulièrement. Pour l'accès à un service donné, c'est aussi faisable, mais c'est plus compliqué. Il y a l'exemple de Telegram, qui est un très bon exemple. L'État russe, il y a quelques années, a essayé de lutter contre Telegram. Il y a des spécificités techniques qui ont permis, sans rentrer dans le détail, qui ont permis à Telegram de quand même arriver à trouver une solution, de contourner ces limitations et de mettre tout ça en place. Mais c'est un vrai travail. Et quand vous avez un État contre vous et que vous êtes une entreprise privée, aussi grosse soit-elle, c'est très très compliqué d'aller à l'encontre sur le plan politique, sur le plan technique, sur plein d'aspects. Je vais revenir sur le volet cyber un peu classique, c'est-à-dire les cyberattaques, parce que j'ai une autre question notamment.
de Léo qui demande finalement, est-ce que l'effet psychologique de la cyberattaque, c'est un peu la communication dont on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est pas aussi important que la cyberattaque elle-même? Tout à fait. Il y a un vrai, il y a un vrai effet psychologique sur ces nouvelles-là. Il y a un vrai, la guerre de l'information. Il y a tout un pan en fait militaire qu'on appelle les psyops, les opérations psychologiques. Et donc la guerre de l'information, et c'est complètement ce secteur-là, c'est-à-dire on va faire passer de l'information, on va essayer de sur une population donnée de transmettre une information pour, par exemple, démoraliser les troupes. Un des objectifs aujourd'hui des Russes va être de démoraliser les troupes, de leur dire non mais les gars ça sert à rien de se battre, ça sert à rien de se battre, vous allez perdre. Et donc essayer d'un petit peu les miner. Aujourd'hui ils y arrivent, non seulement ils n'y arrivent pas trop, et puis le moral est plutôt bas chez les soldats russes. Mais il y a ce type de considération et effectivement l'aspect psychologique est extrêmement important et notamment pour revenir sur des considérations un peu moins élevées, mais moi, j'ai eu à discuter dans mon activité avec des chefs d'entreprise qui ont subi des attaques informatiques, qui, par exemple, sont arrivés le lundi matin, tous les ordinateurs de leur société étaient chiffrés parce qu'ils avaient été attaqués par un ransomware. J'en ai qui ont vendu leur entreprise après, parce qu'il y a un vrai effet psychologique derrière et que vous avez peur que ça vous arrive, vous comprenez peut-être pas forcément les détails techniques parce que c'est pas votre métier, parce que c'est compliqué, et vous avez un sentiment d'impuissance. Donc, effectivement, la cyber a un effet psychologique avant, après et aussi évidemment pendant. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, hein, je rappelle qu'on est avec Baptiste Robert, qui est chercheur en cybersécurité, qu'on parle de la cyberguerre entre la Russie et l'Ukraine. On parle évidemment beaucoup du conflit. Hein, ça fait un mois, jour pour jour, que la Russie a envahi l'Ukraine. Évidemment, il y a le volet cyber, il y a les cyberattaques, la guerre de l'information qui sont capitales. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez la moindre question, on est là pour ça, pour vous répondre. On parlait un peu de communication. Alors, je vais aborder un sujet qui est suggéré assez régulièrement aussi, c'est alors la connexion Internet, parce qu'avant de faire une cyberattaque, il faut pouvoir encore avoir Internet, maintenir les réseaux. Et il y en a un qui fait beaucoup parler de lui là-dedans, c'est Elon Musk. Notamment avec son système d'Internet par satellite Starlink. Alors, pour schématiser, Starlink, c'est Internet par satellite classique, sauf que là, il y a un réseau de satellites qui est beaucoup plus bas, ce qui permet d'avoir une connexion beaucoup plus puissante. Est-ce que, d'après toi, les informations que tu as, d'après les connaissances que tu as, le fait qu'il envoie comme ça des kits Starlink pour se connecter, ça change la donne? Est-ce que toi, pour toi, c'est plus de la communication ou il y a vraiment un effet concret, ça aide à maintenir la connexion? Alors, il y a deux aspects. C'est toujours pareil, j'ai tendance à dire que la vie est faite de nuances et il y a toujours un peu des deux. Elon Musk adore faire parler de lui. Quel que soit, bien qu'il ait eu beaucoup de succès, bien qu'il ait plein de choses, il adore faire parler de lui. Il est extrêmement opportuniste sur ce type d'événement. On l'a vu par le passé. Il n'est pas à son premier coup de communication sur ce type de choses. Et là, effectivement, je pense qu'il y a un aspect de communication qui est évident, qui a été très bien fait. Et il faut le reconnaître, il y a zéro problème comme ça. Ça fait partie de la manière dont tourne ce monde. Après, est-ce que ça fait une différence? Oui. Et tout ce qui peut permettre d'avoir une résilience, tout ce qui peut permettre aux Ukrainiens aujourd'hui d'avoir plus de réseaux est plus que le bienvenu, plus qu'aujourd'hui. Et on l'a vu, en fait, les infrastructures ukrainiennes ont duré pendant un long moment. Alors maintenant, on voit que c'est de moins en moins bien, de fait, parce que plus ça dure, plus c'est compliqué. Mais pendant plusieurs semaines, les Ukrainiens ont eu Internet. Et ça leur a permis notamment, c'est ce qui a permis de faire remonter toutes ces vidéos. Et il y a eu une vraie envie de la population de sortir à chaque événement particulier, de sortir son téléphone et documenter, de prendre des vidéos de tout ce qu'ils voyaient, de les envoyer principalement sur Telegram et un petit peu sur TikTok. Et ensuite, toutes ces vidéos ont été reprises notamment par la communauté OSINT, derrière Open Source Intelligence, pour analyser, documenter, archiver cette guerre, malheureusement, et tous les crimes de guerre potentiels. Donc il y a un point qui est intéressant, c'est que on est dans une guerre où la connectivité a été assez forte pendant tout le long de la guerre jusqu'à maintenant, et de fait, du coup, on a une guerre qui est quasiment live streamée, live tweetée, et
ce qui donne ce sentiment un petit peu particulier d'y être sans y être, de voir les choses en temps réel. Et c'est assez particulier. Bah oui, on parle un peu de la guerre TikTok, c'est-à-dire la guerre où on a plein de vidéos qui nous arrivent, où on vit ce que vivent une partie des Ukrainiens, des endroits où il n'y a plus de journalistes en fait. On voit bien à Mariupol par exemple, il n'y a plus de journalistes, enfin, il n'y a plus aucun journaliste occidental. Donc ça, c'est vrai que maintenir les réseaux, c'est juste essentiel. Enfin, c'est le seul moyen qu'on ait aujourd'hui pour avoir des images. C'est le seul moyen qu'on ait pour avoir des images et c'est vraiment très important de garder ce lien. C'est pour ça qu'Internet aujourd'hui est vraiment extrêmement important dans ce type de situation. C'est important que les populations soient capables d'archiver et il y a un vrai rôle, et je l'ai répété beaucoup ces dernières semaines, il y a un vrai rôle des gens qui ont des compétences dans le domaine de l'open source intelligence, qui ont la compétence d'analyser, de documenter ces choses-là. Il y a un rôle d'archiver tout ça. Et on a aussi, même si c'est pas terminé, même si on ne sait pas comment ça finira, il y a un rôle de documentation et de dire, OK, on est tous dans l'immédiateté. On voit quelque chose sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, on le voit et on le scrolle. On le scrolle, on l'oublie et ça n'arrive plus. Il nous faut garder tout ça. Il faut garder, il faut archiver, il faut documenter, il faut classifier, il faut mettre dans l'ordre chronologique pour pouvoir, une fois que ce sera terminé, et j'espère bientôt, reprendre tout ça et refaire le point et montrer aussi aux générations futures ce qu'il faut absolument pas faire. J'avais une question de Kevin aussi sur le fait que ces cyberattaques puissent toucher la France, parce que finalement la France, on fait partie des pays qui sanctionnent la Russie. Donc on se dit qu'on peut être parmi les cibles. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a bon, des risques? Je suppose que oui, mais est-ce qu'il y a eu des cyberattaques qui ont touché soit la France, soit des pays occidentaux qui ont sanctionné la Russie? Alors, il y a eu une attention particulière. Il y a eu, moi, de ce que je sais, quelques cyberattaques. Effectivement, c'est des choses qui sont arrivées, pas dans des proportions extraordinaires comme on pourrait le croire ou le fantasmer. Il y a par exemple le gouvernement américain hier qui a dit qu'il fallait avoir une vigilance accrue sur ces sujets-là. Parce qu'on voit en fait que tous les pays qui sont entre guillemets adversaires de la Russie aujourd'hui, on a vu une augmentation du scanning, des scans sur Internet. Alors, pour expliquer un petit peu le contexte, c'est-à-dire que chaque jour, chaque minute, chaque seconde, vous avez des gens qui ont automatisé un scan complet d'Internet pour trouver les services vulnérables. Et il y a la possibilité. Un Pardon. scan, on fait comment? Alors, c'est vraiment du code, c'est-à-dire que vraiment pour schématiser, pour vulgariser, c'est-à-dire que vous allez écrire du code qui va vous permettre de prendre tout Internet, de scanner sur des ports particuliers, qui peut être vu un peu comme des portes d'entrée, et d'essayer de voir est-ce qu'il y a telle application qui tourne. Et telle application, je sais qu'elle a une faille de sécurité, et je vais essayer de l'exploiter. Donc en fait, vous allez automatiser le travail, vous allez sur une très très large échelle être en capacité de trouver des failles de sécurité connues ou pas connues d'ailleurs, sur l'intégralité d'Internet. Et une fois que vous avez automatisé ce travail, vous pouvez, bah, avec certains moyens, savoir que, OK, bah, ça, il y a une faille de sécurité dans tel réseau qui se trouve dans tel pays. Et si vous êtes un adversaire de la Russie ou un partisan de la Russie, dans ce contexte-là, potentiellement, vous n'allez pas avoir la même action. Donc, il y a une vigilance à avoir, mais la cybersécurité, c'est un peu le principe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où on se dit, bon, allez, là, aujourd'hui, c'est lundi, je laisse passer tout, je laisse tout passer. Et le mardi, vous dites, ah non, non, aujourd'hui, je fais attention. Le principe de la cybersécurité, c'est de faire attention en permanence, c'est de se méfier, c'est de surveiller, superviser, monitorer, remédier. Donc, c'est un peu le principe général. Et on a des professionnels qui sont très bons dans le domaine. Donc, c'est malheureusement un moment d'attention pour ce secteur-là, mais c'est notre métier. Et j'ai une dernière question sur, on va dire, tu parlais des coupures d'Internet, le blackout général, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé, et notamment vis-à-vis des Russes, du fait qu'ils puissent potentiellement couper les câbles sous-marins. Parce que pour schématiser, en gros, Internet, ça passe par les câbles. Hein. Donc, c'est-à-dire que ça va des services américains, ça arrive, je sais pas, en Bretagne, ou je crois que vers la Camargue, dans le sud. Enfin, il y a plein de câbles qui arrivent, des câbles qui traversent l'océan. Donc, l'information en quelques millisecondes
elle traverse l'océan et c'est vrai que ça fait quand même des mois, des années qu'on voit des frégates passer, notamment, il me semble, au niveau de la mer du Nord ou de la Manche, euh, Mhm. là où il y a beaucoup, beaucoup de câbles, hein. Alors, les câbles d'Internet, c'est vraiment comme des tuyaux d'arrosage, hein. Littéralement, ça passe au fond des océans et des mers. Déjà, est-ce qu'on peut couper comme ça tout l'Internet en Europe en coupant des câbles? Et deuxièmement, est-ce que c'est petit croix, c'est une action que tu trouves plausible? C'est-à-dire que des navires russes se mettraient pour couper les câbles et pour couper Internet. Alors, il faut voir, et je vous invite, je vous invite, je t'invite et j'invite les personnes qui nous regardent à regarder sur Internet la taille des câbles, la taille des câbles sous-marins qui sont. C'est pas, c'est pas, c'est pas juste le petit fil électrique, c'est un câble qui est excessivement grand. Déjà, il y a Ouais, toute une opération pour aller le couper. C'est pas juste avec la petite pince. Après, le principe, en fait, sur Internet, l'information circule par paquet. C'est ce qu'on appelle, et vous l'avez peut-être entendu, ce qu'on appelle le protocole TCP/IP. TCP/IP, ça va être des paquets qui vont être en capacité, qui veulent aller d'un point A à un point B et qui vont être en capacité de prendre plusieurs routes. Donc, si vous coupez les câbles d'un côté, en fait, les paquets vont passer de l'autre côté. Et en fait, des câbles, il y en a de tous les côtés. Donc, si on voulait couper Internet on pourrait couper. de toute l'Europe, il faudrait tout couper. D'accord. C'est-à-dire si Donc, j'envoie un message que j'habite à New York et que la personne qui le reçoit est à Paris, c'est pas le message qui passe en entier dans un câble. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits morceaux de ce message qui vont passer alors, dans le câble et donc c'est on en coupe un. c'est- c'est optimisé. C'est-à-dire qu'il va quand même essayer de choisir la route la plus courte. Donc, effectivement, la route la plus courte, c'est de prendre ce câble-là. Mais si demain la route n'existe plus, celle-ci, il va en prendre une autre. Il va en prendre une autre. Donc, et après, il y a tous des intérêts qui sont gigantesques. C'est-à-dire que quoi qu'en dise la Russie, cette connectivité est importante pour eux. Eux, On ils en n'imagine ont... pas, mais tous les flux financiers, il y a énormément de choses qui sont dépendantes aujourd'hui de ce réseau-là. Et couper, c'est juste pas possible. Enfin, pour moi, aujourd'hui, c'est l'ordre du fantasme de couper ces câbles-là. Écoute, merci beaucoup, Baptiste. On va Merci finir à toi. l'avion. J'espère que tu vas pas le louper à cause de nous. Non, ça va. Bon, un peu de marge. Bon, bah, merci beaucoup et puis merci à ceux qui nous ont suivis. Donc, évidemment, le live, il sera disponible en replay hein, sur la page Instagram de BFM TV. Merci, Baptiste, et merci beaucoup à tous. Merci à tous.